vent. Et on l'accueille. Il est là. Éric Ciotti, mes amis. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir avec Éric Ciotti. Allez, maintenant, la parole à Christelle Deltourny, mes amis. Député des Alpes-Maritimes. Mes chers amis, quel plaisir, quelle joie et quel bonheur de vous voir si nombreux aujourd'hui dans ce magnifique Grand Pré de Levins, dans la plus belle des circonscriptions, aux côtés de notre ami Éric Ciotti. Vous êtes des milliers. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Bravo. Alors mes amis, cette année, je ne vais pas vous parler de politique nationale. Je ne vais pas évoquer avec vous la conférence de presse de notre Premier ministre, de son vote de confiance du 8 septembre prochain. Je ne vais pas non plus évoquer avec vous l'important travail parlementaire que nous avons réalisé avec nos collègues UDR et avec nos alliés du Rassemblement national. Je ne vais pas évoquer avec vous ce travail de fond, les nombreuses propositions que nous avons formulées pour tenter de redresser notre pays. Tout simplement parce que vous, qui êtes attachés à l'avenir de votre pays, vous qui nous suivez, eh bien vous savez qu'avec Éric Ciotti, nous nous enfermons dans aucun couloir. Vous savez qu'avec Éric Ciotti, nous travaillons sur chacune des problématiques qui vous concernent. Oui, à l'UDR, nous parlons de sécurité. Oui, à l'UDR, nous parlons d'immigration. Mais nous parlons aussi de fiscalité. Nous parlons de santé. Nous parlons de petite enfance. Nous parlons de natalité. Nous parlons de toutes les problématiques qui vous concernent. Parce que notre volonté, c'est de porter votre voix au sein de l'Assemblée nationale. Alors cette année, mon propos sera plus local. Je dirais même plus intime. Après tout, on est entre nous. Alors mon père, qui est installé juste là, à côté de ma fille, m'a toujours dit « Ma fille, vis tes rêves au lieu de rêver. » Alors je vais vous parler d'un de mes rêves. C'est le rêve d'une petite fille qui est née à Nice, qui a grandi à Nice-Nord auprès de ses parents et de ses grands-parents. C'est le rêve d'une élève qui est allée à l'école Saint-Sylvestre, au collège Jean-Henri Fabre, au lycée du Parc Impérial. C'est le rêve d'une étudiante qui est allée à la faculté de droit de Nice. C'est le rêve d'une avocate au barreau de Nice qui a ouvert son cabinet rue Notre-Dame avec son époux. C'est devenu ensuite le rêve d'une maman de 2 petites filles qui sont nées à Nice et qui grandissent dans les collines niçoises. Et enfin, c'est devenu le rêve d'une députée de Nice. En réalité, c'est simplement le rêve d'une Niçoise que je suis. Oui, c'est mon rêve. Et je vais vous en parler de mon rêve. Alors, c'est un rêve un peu fou, certes, mais je vais vous en parler. Je rêve d'une ville
qui ne soit pas une simple vitrine pour flatter l'ego de certains élus, où les Niçoises et les Niçois vivraient dans l'arrière-boutique. Je rêve d'une ville qui soit rendue aux Niçois, d'une municipalité qui ne laisse personne sur le côté. Je rêve d'une ville qui soit bien gérée, en bon père de famille, où chaque euro dépensé serait un euro utile pour les Niçois et pour les Niçoises. Je rêve, soyons fous, d'une fiscalité à la courbe inversée, où des plus 20% deviendraient des moins 20% en une année. Je rêve d'un maire qui accepte enfin de dépenser des millions d'euros pour équiper chaque salle de classe des écoles de nos enfants d'une climatisation pour qu'ils n'aient plus à étudier dans des conditions extrêmes. Au lieu de dépenser des centaines de milliers d'euros dans un Grand Prix de Formule 1 à plus de 175 km d'ici. Je rêve d'un maire courageux qui n'aurait pas besoin de faire appel à un kéké marseillais vulgaire aussi insipide pour porter sa parole. Et je rêve d'un président de métropole qui sécurise enfin, avec des ouvrages définitifs, les routes de la vallée de la Tinée et de la Vésubie, après, il y a 5 ans, le passage de la tempête Alex et de la tempête Aline. Alors, ce rêve un peu fou, il est aujourd'hui à portée de main. Il est à portée de main depuis le 27 août dernier, depuis la déclaration de candidature d'Éric Ciotti. Alors mon cher Éric, c'est vers toi que je me tourne maintenant. Tu as compris, on a toutes et tous besoin de toi. Et il est temps pour toi, Éric, de rencontrer ton destin. Alors Éric, devant tous tes amis, devant nos amis, je voulais te dire aujourd'hui que j'ai confiance en toi. Oui, j'ai confiance en toi et je serai évidemment à tes côtés pour mener cette campagne électorale ô combien importante pour Nice, pour notre ville. Mes chers amis, c'est à présent vers vous que je me tourne. Vous avez compris, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre mobilisation pour faire de mon rêve, votre rêve, une réalité. Alors mobilisons-nous pour porter à la victoire Éric Ciotti au mois de mars prochain. Vive la France, vive la République et surtout, vive Nice. Je vous remercie. Et maintenant, mes chers amis, celui que nous attendons tous. Allez, on peut lever les drapeaux. Je sais qu'il aime les drapeaux. Le drapeau de la France. Éric Ciotti, mes amis. Mes chers amis, quelle joie, quel bonheur, quelle force vous exprimez ici sur ce Grand Pré de Levins, chez notre ami Tony Véran, que je veux chaleureusement remercier, le maire de Levins. Oui, du fond du cœur, merci d'être là. Merci d'être fidèle, fidèle à vos convictions, fidèle à votre terre, fidèle à vos valeurs. Aujourd'hui, c'est le rassemblement de toutes celles et de tous ceux qui, depuis tant d'années, expriment sans faillir, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, leur extraordinaire soutien. En vous voyant, je vois une armée qui se lève. En vous voyant, je vois cette force venue de nos quartiers, de nos villages, de nos vallées, de nos montagnes, de notre ville de Nice, mais aussi venue de toute la France, pour dire, pour exprimer votre espérance, pour dire oui, ici, nous croyons que la France
n'est pas fini. Nous croyons et nous voulons construire une nouvelle espérance française. Vous êtes venus ici pour dire que notre ville de Nice, capitale de ce département, 5e ville de France, mérite le meilleur et mérite un autre destin. Allons du fond du cœur, avec ces liens qui nous unissent, avec ces racines communes que nous partageons depuis tant d'années, que nous avons hérité de ceux qui ont fait cette terre, qui l'ont façonnée à force de travail, d'engagement, de respect, de combat derrière ce drapeau tricolore. Grâce à tous nos aînés, aujourd'hui pris pour cible par le pouvoir. Oui, tous ensemble, nous formons cette immense famille qui ne va cesser de grandir, qui ne va cesser de faire en sorte que d'autres amis, de plus en plus nombreux, nous rejoignent. Alors vous êtes les éclaireurs de ce combat, vous êtes les aiguilleurs de ce mouvement, vous êtes ma force, vous êtes mon énergie. Oui, en vous voyant, je veux relever tous les défis. Je veux relever les défis pour la France. Je veux relever les défis pour Nice. Notre France se porte mal, très mal. Jamais, je crois, elle a approché de si près les abîmes. Jamais elle n'a approché de si près la décadence. Jamais nos concitoyens n'ont autant souffert, n'ont autant douté, n'ont autant exprimé de colère face à l'impuissance d'un pouvoir qui, depuis trop d'années, dégrade, abîme, avilit notre pays. Alors oui, nous tenons ce rassemblement dans un moment particulier. Comment ne pas évoquer aujourd'hui ce débat qui se déroulera dans 8 jours, le 8 septembre prochain à l'Assemblée nationale? Comment ne pas évoquer ce énième scénario de communication, cette grosse ficelle tendue par ceux qui nous gouvernent, ou plutôt par ceux qui ne gouvernent plus depuis si longtemps, à force d'impuissance et de lâcheté. Alors mes amis, je veux vous dire aussi, aujourd'hui, à Levins, je veux vous dire que je ne voterai pas la confiance à M. Bayrou. Je veux vous dire que je ne voterai pas la confiance à M. Bayrou pour l'ensemble de son œuvre. Pour avoir voté Ségolène Royal en 2007, pour avoir fait élire François Hollande en 2012, pour avoir fait élire Emmanuel Macron en 2017, et aujourd'hui, pour conduire cette politique du déclin, cette politique du renoncement, cette politique de l'abaissement. Je ne voterai pas la confiance à M. Bayrou parce que c'est le premier soutien de M. Macron. En ne votant pas la confiance à M. Bayrou, je veux aussi dire que je ne voterai pas la confiance à M. Macron. Alors oui, mes amis, je ne voterai pas cette confiance le 8 septembre prochain. Je ne voterai pas la confiance à M. Bayrou et M. Macron, qui ont doublé la dette de la France, avec M. Hollande depuis 2012. 1 900 milliards d'euros en 2012. Nous finirons ce quinquennat dans la douleur avec 3 800 milliards d'euros de dette. Je ne voterai pas la confiance à M. Macron et à M. Bayrou, car ensemble, ils ont autorisé chaque année, depuis 2017, l'arrivée de 500 000 étrangers chaque année
dans notre pays en situation légale, sans parler de ceux qui sont arrivés en situation irrégulière et illégale. Ils leur ont offert des droits exorbitants. Ils les ont accueillis à bras ouverts, avec une forme d'aveuglement. Parce que cette immigration de masse, 500 000, plus 500 000, plus 500 000, plus 500 000, plus 500 000 sur un quinquennat, ça fait 2,5 millions, plus que la ville de Paris. Elle est en train de changer, de modifier notre société. Elle porte atteinte à ce que nous avons de plus cher, notre culture, notre identité, nos racines, là d'où nous venons et là où nous voulons continuer à aller. Je ne voterai pas la confiance à messieurs Macron et Bayrou, car ensemble, ils ont laissé doubler le nombre de tentatives et d'homicides en France depuis 2012, doubler le nombre d'actes criminels depuis 2012. Je ne voterai pas la confiance à messieurs Macron et Bayrou, car ils ont fait de la France le pays le plus mal géré d'Europe, celui où les déficits sont les plus élevés, celui où les dépenses publiques les plus improductives sont les plus élevées, celui où les impôts battent tous les records d'Europe et même du monde, puisque chaque année nous gagnons ce triste championnat, celui de la Coupe du Monde des impôts les plus lourds. Je ne voterai pas la confiance à messieurs Macron, Bayrou, et je rajouterai Retailleau, parce qu'ils se sont agenouillés devant l'État voyou d'Algérie. Chaque jour, mes amis, la France accorde aux Algériens, en vertu d'un privilège exorbitant lié aux accords de 68, qu'avec les députés de l'UDR qui m'entourent et que je salue, et avec les députés du Rassemblement national, chère Alexandra, cher Franck, cher Brian, cher Lionel, chère Julie, nous avons voulu abroger à l'Assemblée nationale. Oui, à cause de ces accords de 1968, la France de M. Macron, la France de M. Bayrou, et hélas, et j'y reviendrai, la France de M. Retailleau, qui s'est rallié à M. Macron et M. Bayrou, eh bien cette France, elle a accueilli et elle accorde chaque jour, entendez bien mes amis, entre 500 et 1000 visas chaque jour qui passe à des Algériens. En contrepartie, la France a été incapable de faire accepter par les autorités algériennes de récupérer les pires d'entre eux, ceux qui sont sous OQTF, comme on appelle, ceux qui sont en situation irrégulière, mais au-delà, ceux qui, comme à Mulhouse, ont commis attentats, crimes et délits dans notre pays, et que l'Algérie, avec un pied de nez, nous renvoie alors qu'on a essayé de les adresser à leur pays d'origine. L'Algérie qui, pendant ce temps, détient en otage Boualem Sansal, que l'on a tendance à trop oublier aujourd'hui, et un journaliste français qui a fait le pouvoir. Où est le courage? Où est la force face aux autorités algériennes? L'attitude française est une tache sur notre drapeau. Je ne voterai pas non plus la confiance à M. Macron et M. Bayrou, car je ne veux pas de la reconnaissance d'un État terroriste dirigé par le Hamas. Je ne voterai pas la confiance à M. Bayrou et M. Macron, parce que j'ai eu honte
quand Israël et les États-Unis ont détruit la capacité nucléaire de l'Iran, qui était sans doute la pire menace qui pesait sur l'Occident, et que le président de la République française n'a trouvé rien d'autre que de critiquer l'engagement courageux des États-Unis et d'Israël et d'appeler pour exprimer sa solidarité au chef des mollahs iraniens. Honte à lui! Je ne voterai pas plus la confiance à messieurs Macron et Bayrou pour la qualité de leur gestion, pour la dette, pour les déficits, pour les dépenses inconsidérées, 4 milliards d'euros pour l'audiovisuel public, 8 milliards d'euros pour l'Union européenne, avec une contribution qui a doublé en quelques années. Où sont les économies? Où sont les efforts? Je ne voterai pas la confiance à ceux qui s'attaquent à nos retraités, qui veulent leur faire les poches avec des propos insultants, comme si ceux qui ont travaillé hier et qui légitimement bénéficient de la solidarité qu'ils ont contribué à exprimer par leur travail devaient être ceux qui étaient prélevés, alors qu'on ne demande aucun effort aux étrangers, y compris à ceux en situation irrégulière dans notre pays. Est-il normal, alors que beaucoup de nos aînés vivent sous le seuil de pauvreté, avec de toutes petites retraites, et j'en vois beaucoup dans nos rues, dans nos villages, à Nice, dans nos vallées. Est-il normal que ces retraités, les artisans, les agriculteurs, les commerçants, les professions libérales, ceux qui ont une toute petite retraite, comme les salariés ou les veuves, soient appelés à contribuer plus, qu'on veuille leur enlever un abattement sur l'impôt sur le revenu, qu'on veuille désindexer leur retraite sur l'inflation, c'est-à-dire que les prix de l'énergie, des carburants, le panier alimentaire va continuer à augmenter et que la retraite, elle, va diminuer. Est-ce équitable? Est-ce juste? Est-ce normal? Alors que dans le même temps, un étranger qui a franchi notre frontière illégalement, qui est arrivé en France en violant les lois de la République, va bénéficier immédiatement de la gratuité des transports, d'une assurance maladie qui va payer toutes ses dépenses, y compris ses frais de confort, à 100%. Mes amis, nous disons, ça suffit, ça suffit. Nous ne voulons plus de cette politique, nous ne voulons plus de cette injustice, nous ne voulons plus, surtout, de ceux qui ont conduit notre pays dans cette situation, de ceux qui, pour des raisons idéologiques, refusent de s'attaquer aux vrais problèmes, parce qu'ils sont lâches, parce qu'ils n'ont pas de courage, et parce qu'ils sont animés par une idéologie qui est une idéologie de gauche. Quand je suis allé voir M. Bayrou et M. Lombard, le ministre de l'économie l'année dernière, avec les députés de notre groupe qui m'accompagnaient, des chefs d'entreprise, spécialistes de nos finances, Géraud Verny, Charles Aloncle, qui sont ici, membres de la commission des finances ou de l'économie, nous leur avons dit, voilà, nous avons un contre-budget. Les économies, elles sont là. Et elles vont bien au-delà des 44 milliards d'euros. Avec tous les parlementaires de l'UDR, avec tous nos cadres, nous avons mis en place un plan pour faire 250 milliards d'euros d'économies. Et nous leur avons dit, la première chose à faire, c'est s'attaquer à l'immigration. Il n'est pas normal qu'un étranger qui arrive dès le premier jour ait droit aux allocations logement, ait droit aux allocations familiales, est une priorité pour accéder au logement social. Vous savez ce que m'a répondu le ministre de l'économie? Nous ne sommes pas d'accord.
Alors j'ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Le décalage, ne serait-ce que de 5 ans, des allocations familiales, rapporterait chaque année 10 milliards d'euros à la France. Il m'a dit, nous ne sommes pas d'accord pour des raisons idéologiques. Voilà, tout est dit, mes amis. Tout est dit. Ces raisons idéologiques, vous les avez mesurées l'année dernière. Oui, ceux qui nous gouvernent. Et malheureusement, quelques-uns de mes anciens amis qui ne m'ont pas suivi, lorsqu'avec Guilhem Carayon, nous avons fait ce choix de casser ce cordon sanitaire ridicule, de s'attaquer au mur du politiquement correct en disant les valeurs de droite sont majoritaires dans notre pays. La droite est majoritaire. Qu'attendons-nous pour nous unir, pour additionner nos forces, nos talents, nos énergies, pour arrêter que la gauche gouverne? Ce choix, je l'ai fait. J'ai été le premier président des Républicains à oser ce choix. Plus que jamais, je suis fier de cette décision. Plus que jamais, je veux remercier ceux qui m'ont suivi. Ils sont là. Ils ont été extraordinaires de courage. Olivier, Mathieu, Alexandre, Éric, Anan, Maxime, tous nos députés qui sont ici. J'en ai oublié 2. C'est Bernard Schex et Christelle Dentorny, mais je leur réserve le meilleur pour... Oui, ensemble, nous avons fait ce choix. Ce choix, c'est le titre de mon livre. Je vous le dédicacerai tout à l'heure. Pour ceux qui le souhaitent, il est en vente ici. Ce livre, oui, c'est le titre « Je ne regrette rien ». Je suis fier de ce choix. Je suis convaincu de 2 choses simples. La France ne pourra pas se redresser sans les idées d'une droite forte. L'autorité pour restaurer l'ordre dans la rue. L'identité pour conserver ce que nous sommes. Les héritiers d'une civilisation judéo-chrétienne. La liberté pour encourager le travail, pour abolir les normes, les règlements, pour faire en sorte qu'on ait des services publics dignes de ce nom. Une école qui transmette des savoirs et qui émancipe la jeunesse. Un hôpital qui accueille dignement sans des dizaines d'heures d'attente aux urgences. Un accès aux soins pour tous. C'est tout cela qui porte ces valeurs d'une droite forte. Et la deuxième conviction, c'est que pour la droite gagne, eh bien, il faut qu'elle soit unie. Il faut qu'elle soit rassemblée. Et aujourd'hui, je lance une fois de plus cet appel au rassemblement, à l'union de toutes les droites. Nous l'avons fait, Rassemblement national, avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen. Et je suis fier de travailler avec eux. Ils aiment la France. Ils aiment passionnément la France. Et ils veulent leur donner le meilleur. Ils veulent servir notre nation dans ce qu'elle a de plus beau, de plus grand, de plus profond. Mais je lance un appel à tous ceux qui l'année dernière ont hésité, ont douté, ont vacillé, ont failli venir, et puis ont été rappelés parce que certains voulaient des places et des postes. Je dis à mes amis républicains, parce que je reste au fond de moi profondément gaulliste, plus que jamais, profondément républicain, je leur dis, ne votez pas la confiance le 8 septembre prochain. Ne vous ralliez pas. C'est le dernier moment de résister définitivement à M. Macron et M. Bayrou. L'année dernière, ceux qui vous dirigent vous ont embarqué dans une coalition de la honte
qui a créé ce chaos dans le pays et à l'Assemblée nationale aujourd'hui, s'il y a ce chaos, c'est parce qu'il y a eu cette coalition qui a vu 250 retraits réciproques au second tour des législatives entre LFI de M. Mélenchon et les Républicains, en passant par les macronistes de M. Philippe et de M. Bayrou. La réalité, elle est là. Cette réalité, il faut la dénoncer. Mais au-delà de cette dénonciation d'une attitude incompréhensible qui a privé la France d'une année utile, précieuse, parce que qui peut dire que la France va mieux un an plus tard, après la dissolution? Y a-t-il moins de dettes? Y a-t-il moins d'impôts? Y a-t-il moins de violence dans la rue? Y a-t-il moins d'immigration? Y a-t-il plus de services publics? Une école qui fonctionne mieux? Une justice qui fonctionne mieux? Des hôpitaux qui fonctionnent mieux? Bien sûr que non. On a perdu un an grâce à ce choix, grâce à cette erreur historique. Mais il est peut-être encore temps pour ceux qui ont commis cette erreur de revenir. Je leur lance du fond du cœur, avec la force des liens, les combats qu'on a partagés pendant tant d'années, de dire revenez, revenez à la maison. C'est ici à l'UDR, c'est ici qu'il y a ces valeurs d'une droite qui est l'héritière du gaullisme. C'est ici à l'UDR qu'il y a cette alliance. Alors oui, revenez, ne votez pas la confiance, ne signez pas un nouveau chèque en blanc à M. Macron, parce que M. Macron est celui qui aura été le pire président de la République, de la Ve République. Alors oui, les amis, ensemble, nous formons une extraordinaire espérance. L'espérance, elle est dans cette union. L'espérance, elle est dans le courage de notre projet, dans cette force ensemble que nous représentons. Je suis convaincu que nous allons gagner. Je suis convaincu que nous sortirons de la crise au travers des urnes. Et je le dis très clairement aujourd'hui, si nous sommes dans le chaos, si M. Macron nous a fait revenir à la 4e République, eh bien, il n'y a qu'une solution pour en sortir. C'est qu'il donne sa démission et que nous élisions une présidente de la République courageuse ou un président de la République courageux et fort. Et s'il ne veut pas démissionner, alors qu'il procède à la dissolution de l'Assemblée nationale, nous sommes prêts, avec mes amis, à relever ce défi avec conviction, avec force, parce que vous êtes là et parce que vous voulez la victoire et que vous allez bâtir cette victoire pour la France. Mais si M. Macron, qui naturellement n'est pas le général de Gaulle, n'est pas de Gaulle qui veut, s'il ne décide pas, s'il ne choisit pas le chemin le plus simple et le plus légitime, celui de l'élection, qu'elle soit présidentielle ou législative, nous aurons, mes amis, dans 6 mois, oui 6 mois, c'est court, nous aurons une autre élection. Et cette élection, je veux vous en parler, parce que j'en serai un acteur engagé, déterminé, convaincu, enthousiaste. Oui, mes amis, je suis candidat pour devenir maire de Nice. Je suis candidat pour devenir le maire de tous les Niçois, pour reconstruire cette ville, pour la bâtir là où certains ont voulu la détruire. Je suis candidat pour devenir le maire des Niçoises et des Niçois, de ceux qui ont été oubliés,
mis sur le côté. Je ne me résous pas qu'un quart de la population de Nice vive sous le seuil de pauvreté. Je ne me résous pas de voir la violence gagner nos rues et nos quartiers. Je ne me résous pas de voir les narcotrafiquants dicter leurs lois à l'Ariane, au Moulin, à Bon Voyage, mais dans beaucoup d'autres quartiers aujourd'hui qui sont touchés au cœur par cette violence. Alors oui, avec mes amis qui sont ici, je suis candidat pour devenir maire de Nice et je suis candidat pour devenir président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Je remercie tous les maires nombreux de la métropole qui sont présents aujourd'hui avec courage. Ceux qui avaient eu le courage de venir à mes vœux ont été destitués, un peu comme en Union soviétique. Mais ils sont plus nombreux, mon cher Tony. Tu en as été la victime. Mais ils sont encore plus nombreux aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur. Ça veut dire qu'ils sont courageux. Merci à toi, Xavier. Merci à Anaïs, Carole, Laetitia, Gérard, Jean, Jean-François, Pascal, Martine. Je vais en oublier d'autres qui sont ici. De ce combat que vous menez, nous le mènerons pour la métropole. Nous le mènerons, bien sûr, nous le mènerons à Nice, nous le mènerons à Cannes-sur-Mer, cher Brian, aussi. Nous le mènerons dans toutes les communes pour porter ces valeurs d'une terre, ces valeurs d'hommes et de femmes qui croient en l'avenir, qui se battent, qui ne sont pas là pour communiquer, qui sont là pour agir. Alors mes amis, oui, je compte sur vous. Je compte sur vous comme j'ai pu toujours compter sur vous. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous attendiez cette décision. Je sais qu'elle vous guide. Je veux vous dire du fond du cœur que nous allons mener une campagne digne. Chez nous, pas de coups bas. Chez nous, pas de cabinet noir, pas de barbouzerie. Chez nous, on ne paie pas des gens pour attaquer l'adversaire avec l'argent public. Moi, je veux une campagne sur les idées, sur le fond. Je veux qu'on débatte projet contre projet. Et je le dis au maire de Nice, je lui propose tout de suite, autant qu'il le veut, où il le veut, quand il le veut, de débattre. De nous dire pourquoi nous sommes la ville et la métropole la plus endettée de France, plus que le Paris de Madame Hidalgo. De lui demander pourquoi les impôts ont doublé quasiment depuis qu'il est maire. De lui demander tant de choses. Pourquoi, et je le dis sous le contrôle de mes amis élus de nos vallées, eh bien rien n'est terminé 5 ans après. Là où le département dans nos vallées pour reconstruire les terrifiants dégâts humains et matériels de la tempête Alex, là où le département des Alpes-Maritimes, ma chère Alexandra, toi qui en es le député, et toi, cher Sébastien Olaran, qui en est le conseiller départemental avec Céline Duquesne, tout a été reconstruit dans la vallée de la Roya de façon exemplaire. Voilà les amis, ce n'est pas grave, c'est une élection. Moi je suis serein, je ne suis pas tendu, je ne suis pas énervé.
Je ne convoque pas des soutiens venus d'ailleurs pour insulter. Moi, je dis tout simplement qu'on doit débattre. Et puis les Niçoises et les Niçois, nos amis des villages, des villes de Cannes-sur-Mer, de Saint-Laurent-du-Var, ils choisiront, comme ils choisiront à Marseille, cher Franck aussi, ou à Menton, chère Alexandra. J'aborde ce débat avec le plus grand des calmes, avec la plus grande des sérénités, d'autant plus, mes amis, que je vous fais une promesse. Nous allons gagner. Oui, nous allons gagner. Et je veux porter pour cette victoire, qui sera celle, pas simplement d'un tête de liste, d'une équipe formidable qui se constitue déjà. Et je vois ici mon suppléant historique, Auguste Vérola. Je vois mon suppléant actuel, le professeur Patrick Baquet, ancien doyen de la faculté de médecine. Je vois beaucoup d'amis, Bernard, Christelle, qui feront partie de cette équipe. Et il y en a d'autres, ici, nos élus départementaux de la majorité qui sont présents, bien sûr. Mais au-delà, ce sera votre victoire. Et je veux, pour porter cette victoire, prendre des engagements. Vous le savez, vous me connaissez. J'ai toujours dit ce que je ferais et j'ai toujours fait ce que j'avais dit. C'est pour moi une ligne droite, une ligne de conduite. Je n'ai jamais changé. Certains dessinent à chaque échéance une espèce de métamorphose. Certains suivent le vent avec le risque du tournis. Moi, j'ai toujours gardé ce cap. Et ce cap, cette ligne droite, c'est vous qui la balisez. C'est vous qui en êtes les repères. C'est vous qui en êtes en permanence les garants et les vigies. Et cette victoire, ce sera d'abord la vôtre. Ce sera la victoire des Niçoises et des Niçois qui méritent le respect et la considération, qui méritent de la part de leur mère l'humilité, qui méritent la simplicité. Alors oui, je veux prendre aujourd'hui des engagements. Moi, maire de Nice, j'annulerai dès le mois de mars 2026 la dernière augmentation de la taxe foncière de 25% à Nice. Vous pouvez tous faire le calcul de façon individuelle. Faites la différence sur votre taxe foncière 2024 et sur la taxe foncière 2023. Eh bien, vous verrez ce qu'on effacera en 2026. Moi, maire de Nice, comme vous l'a dit tout à l'heure Christelle, je refuserai de financer le trou de 35 millions d'euros créé pour financer un Grand Prix de Formule 1 à la frontière du Var et des Bouches-du-Rhône. Ce Grand Prix a déjà coûté 15 millions d'euros à la métropole Nice-Côte d'Azur. Moi, maire de Nice, j'arrêterai de financer des locaux luxueux dans le 7e arrondissement de Paris pour le président de la métropole avec chauffeurs et collaborateurs. Parce que je ne crois pas que ces bureaux aient été une fois utilisés
par les maires de la métropole qui sont ici, cher Xavier Bec, le maire de Cap-d'Aille. Je ne crois pas que les habitants de Venançon, chère Laetitia, aient eu accès à ces portes dorées sous les ors de la République. Moi, maire de Nice, mes amis, je stopperai les acquisitions d'œuvres d'art improbables, œuvres d'art réalisées par des amis, et j'enlèverai immédiatement ce lion hideux place Garibaldi. Moi, maire de Nice, je doublerai les effectifs de la police municipale, cher Benoît Candel, sur le terrain. Parce que ma priorité rejoindra celle des Niçoises et des Niçois. Chaque habitant de notre ville a le droit de vivre en sécurité et celui qui dirige cette ville a le devoir de garantir la sécurité aux Niçoises et aux Niçois. Dans cet esprit, moi, maire de Nice, je réclamerai la création d'une nouvelle prison que l'actuel maire a empêchée depuis plus de 20 ans, alors que notre établissement pénitentiaire actuel, et je veux rendre hommage aux agents pénitentiaires qui font un travail extraordinairement courageux, est occupé et suroccupé aujourd'hui à 210%. Nous le disons très clairement, comme nous voulons et comme je réclamerai un centre de rétention dont la capacité sera triplée pour expulser les criminels étrangers dangereux. Et comme je réclamerai pour notre ville un établissement pour les mineurs délinquants, parce qu'un voyou qu'il ait 16 ans ou 18 ans est un voyou et il doit être traité comme tel. Moi, maire de Nice, je ferai de notre ville une vraie capitale. Et une capitale digne de ce nom doit bénéficier d'une cour d'appel. C'était un combat qu'avait mené Jacques Perrat. Et j'ai une pensée pour lui aujourd'hui, l'ancien maire de Nice. Et je salue ses amis de l'entente républicaine. Oui, moi, maire de Nice, je me battrai pour une nouvelle cour d'appel en France, installée à Nice. Moi, maire de Nice, j'installerai le théâtre, ou je le réinstallerai parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui, si ce n'est sous un médiocre chapiteau qui a quand même coûté, mes amis, 8 millions d'euros, loué et acheté à une entreprise suisse, et posé aujourd'hui sur un parking du quartier des Moulins. Ce qui explique que nous soyons passés de 12 000 à 2 000 abonnés, et qu'aujourd'hui les Niçoises et les Niçois, lorsqu'ils veulent aller au théâtre, eh bien se rendent à Antibes. Eh bien nous ferons en sorte qu'on ait un théâtre digne de ce nom sous la halle de la gare du Sud. Moi, maire de Nice, je ferai voter 2 heures de stationnement gratuit pour que nous donnions une chance de survie à nos petits commerces. On voit aujourd'hui à la vitesse accélérée, et je le dis à tous les présidents d'associations de commerçants que j'ai vus nombreux ici, cher Jean-Marie, fermer un commerce, c'est ouvrir l'incertitude. Un commerce, c'est la vie. C'est la vie, c'est la sécurité. C'est la sérénité, c'est la quiétude pour une ville. Trop de commerces sont fermés. Trop de commerces vont fermer. Il faut les défendre. Je combattrai cette politique qui refuse, comme Madame Hidalgo, l'accès de la voiture au centre-ville, qui multiplie les centres commerciaux en périphérie, au détriment de la qualité de vie d'une ville et de son harmonie. Moi, maire de Nice, j'arrêterai les événements coûteux, comme les pseudo-colloques,
à des organes de presse amis, ou le paiement d'événements télévisés pour des millions d'euros. Les économies, elles sont là, mes amis, et elles nourriront la baisse des impôts. Moi, maire de Nice, je soutiendrai, respecterai, protégerai et défendrai le personnel municipal auquel je veux rendre hommage. Moi, maire de Nice, je réhabiliterai les 20 000 logements sociaux de Côte d'Azur Habitat qui, pour beaucoup aujourd'hui, offrent à ceux qui les habitent des conditions de vie indignes, avec quelquefois des ascenseurs en panne pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, de la moisissure, des équipements indignes d'une ville qui se respecte. Moi, maire de Nice, je me battrai au plan national pour que les logements sociaux soient d'abord attribués aux Français et à ceux qui travaillent ou ont travaillé. Moi, maire de Nice, je refuserai que les rues de notre ville soient transformées en squats ou en centres de deal à ciel ouvert, comme c'est le cas avenue Jean Médecin ou rue Tiranti, dans une forme d'impuissance et de communication aussi, où on a tenté de fermer cette rue, comme si la solution c'était de fermer cette rue, plutôt que d'en faire partir les toxicomanes. Alors oui, moi, maire de Nice, les SDF seront dans des centres adaptés pour eux et pas dans la rue, et les toxicomanes seront à l'hôpital et pas dans la rue. Moi, maire de Nice, je ne détruirai pas des bâtiments publics, des équipements qui ont été réalisés par un maire auquel je veux rendre hommage, Jacques Médecin. Acropolis, le théâtre de Nice, la cinémathèque, le bowling, peut-être Jean Bouin, ça avait été annoncé puis démenti. Merci à Martine Médecin d'être là aujourd'hui. Moi, maire de Nice, je referai de notre ville une grande capitale culturelle. Quelle humiliation d'avoir été battu par Bourges et Clermont-Ferrand pour devenir la capitale européenne de la culture. Voilà où nous en sommes. Plus de théâtre. Le bâtiment de l'Opéra, aujourd'hui frappé de vétusté avec des sièges qui s'effondrent. Pas d'auditorium. Le musée d'art moderne fermé pour de longues années. Pas de grands événements culturels. Pas de saison culturelle. Comme nous l'avons fait, cher Auguste Vérola, avec le département, au musée des arts asiatiques ou à l'espace Olympia que j'avais inauguré. Moi, maire de Nice, nous procéderons à la rénovation de notre opéra. Nous nous battrons pour qu'il qu'il obtienne le label d'opéra national. Voilà, mes amis, quelques-uns des repères, des balises qui ponctueront ce grand projet que nous présenterons dans les mois à venir. Ce n'est pas encore le moment. Mais vous le voyez, cette campagne, nous voulons la placer sur le terrain des idées. Chez nous, pas de communication. Chez nous, pas de bling-bling, pas de paillettes, pas de artificiel. Pas de politique insincère, que de la vérité, de la fidélité, des racines, de la crédibilité, du respect, de la bienveillance. Ce sont ces mots qui baliseront notre campagne. Et puis, je veux vous le dire aussi, moi, maire de Nice, je ne serai jamais un maire macroniste. Et combattre Emmanuel Macron à Paris, c'est aussi faire battre
le plus zélé de ses représentants locaux à Nice. Alors, mes chers amis, le temps de l'engagement, le temps de la mobilisation est venu. Ce choix, vous l'attendiez. Ce choix, je l'ai pris grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre confiance. Votre force me guide, elle m'anime. Je n'ai pas peur. L'enthousiasme me guide. Oui, nous allons faire une belle victoire. Oui, nous allons bâtir une belle victoire. Oui, nous allons mener une belle campagne. Avec vous, grâce à vous et pour vous, nous allons gagner Nice et nous allons redresser la France. Mes amis, le meilleur est à venir, la Marseillaise. Allons enfants, la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, les soldats sanglant élevés. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos campagnes. Aux armes de citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, cœur sang impur, après nous le Simon. Viva! 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 Nel salame. Ora più bella vista e generare le flou. Toujours, quand t'es à montagne, tout arrive des grands, les tueurs des campagnes, autour d'un soleil d'or, toujours quand t'es là, c'est à l'écho tourner là, là tu m'as. Ciel pur et toujours libéral, elle a mûri tourner là. Viva, viva, les salabés. Merci les amis, le meilleur est à venir. Allez, on reste debout avec les drapeaux au vent. Nous avons immortalisé cette belle journée avec la photo prise du... Le drone. Allez. Allez les amis, on peut tous chanter. Jodi, 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 Jodi. Merci. Merci mes amis. Puisque vous avez bissé, on va refaire un discours. Simplement, merci à tous ceux qui ont permis ce grand rassemblement, à toutes mes équipes qui ont fait depuis des mois un travail formidable,
qu'ils soient tous remerciés du fond du cœur. Merci également au professeur Laurent Castillo, député européen, qui avec Christelle et Bernard forme cette formidable équipe des 4 députés de Nice. J'ai omis de le citer tout à l'heure. On a de la chance de l'avoir au Parlement européen. Je l'avais souhaité l'année dernière. Et bien sûr, il sera lui aussi avec nous pour changer Nice. Et puis pour conclure, une petite touche personnelle, une pensée à Anne-Julie et Jeanne-Marie. Et fière qu'elle soit ici. Merci à tous du fond du cœur. Je vous embrasse et je vous aime. Et nous, je dirais ceux qui ne m'ont pas suivi, sont toujours dans les vieux codes, dans les vieilles démarches, qui sont usés jusqu'à la corde, qui ont montré leur impuissance, leur échec. Donc j'appelle les Républicains au courage, j'appelle les députés à ne pas suivre leurs dirigeants, pour ceux qui veulent rester au gouvernement à n'importe quel prix parce que la place est bonne. Je leur dis, revenez, n'ayez pas peur, les Français vous attendent, les Français ont besoin de cette union et surtout la France a une impérieuse nécessité de ce rassemblement de tous ceux qui sont animés par le dépassement français, par la grandeur de notre histoire, par l'attachement à la patrie. Tout cela, ce n'est pas le macronisme, qui est une idéologie sans repères, sans valeurs, multiculturelle, mondialiste. Ce n'est pas la France que nous avons toujours défendue, ce n'est pas la France que nous aimons. Eh bien, revenez et fondez avec nous cette grande alliance entre l'UDR et le Rassemblement national. Vous n'avez pas été de main morte avec Bruno Retailleau est l'otage d'un système. Je regrette qu'il soit là. Je lui ai dit et je lui lance aussi cet appel. Il est encore temps, j'en suis convaincu, pour que les Républicains se ressaisissent avant de disparaître totalement. Autrement, ils ne seront plus qu'une petite succursale d'un macronisme agonisant en fin de vie. Qu'est-ce qui pourrait faire que votre appel soit entendu, que celui des droits fonctionne? Je pense que l'état du pays, d'un argument, pourrait conduire à ce courage, parce que qui peut dire que la France va mieux depuis un an? Qui peut dire qu'il y a moins de dettes, moins de déficits, plus de sécurité, moins d'immigration, que nos services publics fonctionnent mieux? En un an, nous sommes passés de la 5e République à la 4e République. Nous avons le chaos dans l'hémicycle. Nous sommes dans une forme de crise politique majeure, de crise économique très forte. Un quart des Français vivent sous le seuil de pauvreté. Qui peut dire que notre pays va mieux? Donc ceux qui peuvent faire cette force, cet appel à l'union, c'est la pression de nos concitoyens, c'est leur adhésion à ces valeurs de l'union. Et je sens que cette union, elle est de plus en plus réclamée, elle est de plus en plus forte, elle est de plus en plus attendue. C'est ça qui va ouvrir le chemin. Ce sont les Français qui vont ouvrir le chemin et ceux qui, quelque part, bloquent et constituent des obstacles à cette union vont être balayés par la force du courant qui est en train de courir. Monsieur Ciotti, vous avez appelé à une campagne municipale bienveillante et sereine à Nice. Est-ce vraiment possible quand on connaît l'état de vos relations avec Christian Estrosi? Et vous, êtes-vous serein par rapport à l'affaire judiciaire qui a été ouverte pendant le mois d'août? Moi, je l'espère. Je me battrai sur les idées. Je me battrai sur mes convictions, sur mes projets, comme vous l'avez vu. Le reste ne relève
pas de la campagne électorale, en tout cas pas pour moi. Je sens cette force des Niçoises et des Niçois qui sont extrêmement nombreux, de plus en plus nombreux, depuis mercredi à se lever, à dire qu'ils veulent du changement. Ils le font avec enthousiasme, ils le font avec conviction et ce sont ces sentiments qui me guident. Pour le reste, je l'ai souligné, ça fait partie des combats de campagne qui sont organisés. Je n'irai pas sur ce terrain. Vous n'avez jamais cité Christian Estrosi, vous avez envie d'un débat, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire pendant ce débat? J'aimerais évoquer les vrais sujets qui concernent les Niçois, l'augmentation massive de la fiscalité, quasiment le doublement de la taxe foncière depuis qu'il est maire, une dette qui dépasse les 3 milliards d'euros, qui est abyssale aujourd'hui, qui fait que par habitant, on a une dette de près de 5 000 euros, c'est considérable pour une Niçoise et un Niçois. Je lui dirai pourquoi les conditions de sécurité se sont autant dégradées, pourquoi un adolescent ne peut pas sortir seul le soir, avenue Jean Médecin ou dans le Vieux-Nice, sans que ses parents soient tenaillés par la peur. Je lui dirai qu'est-ce qui a été fait dans les quartiers qui aujourd'hui sont devenus des zones de non-droit, à Bon Voyage, au Moulin, à l'Ariane. Je lui dirai pourquoi il a pénalisé autant le commerce de centre-ville avec une politique anti-voiture. Je lui dirai pourquoi il a mis le sens de circulation que dans une direction pour franchir le port de Nice. Je veux rétablir le double sens de circulation. Bon, voilà, je veux qu'on pose les vraies questions et qu'on débatte projet contre projet. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je propose une baisse de la fiscalité. Je documenterai les économies qui autoriseront cette baisse de la fiscalité. On le fera tranquillement et sereinement. Ce n'est pas la peine d'appeler à la rescousse M. Muselier pour m'insulter avec les méthodes qui sont celles des gens qu'il prétendent combattre. Voilà, moi, c'est pas mon attitude. Le chaos politique, il est là. Le chaos politique, c'est M. Macron qui l'a instauré. Il a transformé la 5e République en 4e République en prononçant la dissolution l'année dernière, mais en n'ayant pas de majorité aussi en 2022. Il a installé lui-même le chaos dans le pays. Le macronisme, c'est en même temps impuissant, c'est un peu de gauche, un peu de droite, pas de conviction, surtout pas de courage, et ça caractérise l'impuissance, l'immobilisme. Le macronisme, je l'ai dit, c'est quasiment le doublement de la dette publique. Donc M. Macron a installé le chaos politique, il a installé le chaos économique, il a installé le chaos social parce que beaucoup de nos concitoyens souffrent aujourd'hui, ont des difficultés de pouvoir d'achat. Il a installé le chaos migratoire. Nous n'avons jamais accueilli autant d'étrangers sur le sol national. Il a installé le chaos sécuritaire. Si cela vous convient, c'est votre choix. Ce n'est naturellement pas le mien et j'ai la faiblesse de penser que ce n'est pas le choix d'une majorité de Français. D'ailleurs, les enquêtes d'opinion aujourd'hui démontrent que les Français veulent une clarification, veulent le retour aux urnes et quand il y a une crise, eh bien le meilleur moyen et le seul finalement de dénouer cette crise, c'est de redonner la parole au peuple. Le peuple détient cette vérité. Il faut faire confiance au peuple de France. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui méprisent le peuple, ont peur du peuple. Eh bien nous ici, à l'UDR, nous ici, dans cette alliance que nous avons voulu former de toutes les droites, avec le Rassemblement national de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, nous n'avons pas peur du peuple. Au contraire, nous avons confiance dans le peuple. Cette campagne, elle est locale. En tout cas, la campagne niçoise, elle rassemblera des hommes et des femmes venus de tous les horizons politiques. Vous connaissez mes idées, vous connaissez mes choix nationaux. Cette liste, la liste que je vais construire, et j'y travaille activement, elle sera composée de 69 personnes qui seront choisies pour leurs compétences, pour leur expérience, pour la solidité de leurs convictions, bien sûr,
aussi, je suis un homme de droite, je l'assume, une politique municipale dans une ville qui a des cicatrices, dans une ville qui est blessée, dans une ville qui a souffert des attentats, dans une ville aujourd'hui où un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté, dans une ville où 20 000 logements sociaux sont dégradés, eh bien, devra être réparé. On aura besoin de toutes les forces. C'est pour ça que je veux conduire cette campagne au-delà des appareils politiques. Après, vous le savez, j'ai été le promoteur de cette alliance avec le Rassemblement national. Je l'assume, je remercie Jordan Bardella, Marine Le Pen de leur soutien, de leur confiance dans cette élection. On travaille bien ensemble, on a un lien de confiance, il est fort, il est puissant et nous le plaçons au service du redressement de la France. Moi, je veux donner de l'argent aux Niçoises et aux Niçois en évitant qu'ils soient pressurés, accablés d'impôts. Voilà, être un maire, c'est d'abord gérer l'argent des autres, gérer l'argent public. Quand on est maire, l'argent public, il ne tombe pas du ciel en pluie fine. L'argent public, c'est celui des Niçoises et des Niçois. Ils paient des impôts. Ces impôts ont doublé depuis l'élection de Christian Estrosi en 2008. L'année dernière, quasiment 25% de taxes foncières. L'année d'avant, une augmentation de près de 15% de la même taxe foncière au travers la taxe sur les ordures ménagères. Quelques années avant, c'était la création de l'impôt métropolitain, donc sans compter l'augmentation de tous les tarifs, ceux de l'eau, des transports urbains, de toutes les régies, des parkings, même des bornes de recharge électrique pour les vélos. Donc être maire, c'est protéger aussi le portefeuille de ses concitoyens. Je pense pouvoir rendre ces 50 millions d'euros aux Niçois en faisant des économies. Vous savez, le siège parisien de la métropole, avec les collaborateurs, c'est presque 1 million d'euros de dépenses. Le Grand Prix de Formule 1, qui n'a aucun sens, financé par la métropole au Castellet, c'est 15 millions d'euros. Les grands événements sur France Télévisions, c'est 1,5 million d'euros. Des journées sportives, quelquefois, c'est 1 million d'euros. Donc nous ferons des choix, mais nous ferons ces choix dans l'intérêt des Niçoises et des Niçois, pas au service d'une politique bling-bling. Quand on achète des œuvres d'art à plusieurs centaines de millions d'euros sur des artistes improbables, eh bien c'est du gaspillage d'argent public. Avec nous, moi maire de Nice, il n'y aura pas de gaspillage d'argent public. Non, j'espère qu'il acceptera. Moi, j'avais déjà formulé cette proposition il y a quelques mois. Il n'avait pas accepté, notamment au moment du débat sur la fiscalité. Je voulais qu'il nous donne ses explications, qu'on confronte nos positions. Je pense qu'il est important que les Niçoises bénéficient d'une campagne de vérité. Pour l'instant, on a eu une campagne de communication. On achète des pages publicitaires dans Nice Matin, on publie des brochures de 50 pages, on fait des réunions aseptisées où les questions sont prévues à l'avance. Moi, je veux qu'on débatte. Et puis, finalement, les Niçois doivent choisir tranquillement, sereinement. C'est pas grave que l'on débatte. Au contraire, dans une élection, il faut éclairer le choix des électeurs. Les Niçois pourront choisir entre la gestion qui a été la mienne au département des Alpes-Maritimes, moins de dettes, une baisse des impôts de 15%, une baisse des dépenses de fonctionnement. On a assumé nos compétences au moment de la tempête Alex. De l'autre côté, on a la ville et la métropole. C'est plus de dettes, plus d'impôts, plus de dépenses. Et les travaux n'ont pas été faits, vous le savez, dans nos vallées. Tout est provisoire pour le moment. Donc voilà, ce sont ces sujets que l'on doit sereinement aborder dans un débat tranquille. Je dis à Christian Estrosi qu'il sera serein. Je suis civilisé, je suis courtois, je ne suis pas comme son ami Muselier qui ne sait pratiquer que l'invective ou l'insulte. Mais ça fait partie peut-être d'autres pratiques politiques. En tout cas, ce ne sont pas les miennes. Merci à vous. Je l'espère, je l'espère. Merci beaucoup. Il y en a d'autres. Voilà. Merci beaucoup Alain. Je